Bonjour à tous et merci de nous rejoindre au Parlement européen pour Ici l'Europe. La Grande-Bretagne de David Cameron a perdu son triple A. Est-ce vraiment un drame pour elle ? Quelle est l'influence aujourd'hui des agences de notation sur la politique des États membres de l'Union européenne? Nous aurons ce débat dans quelques minutes entre deux députés européens, l'un britannique, l'autre français. Et puis ne manquez pas la seconde partie de notre programme. Notre grand invité est une Européenne convaincue, Sandra Cagnete, qui ne pense pas que du bien de la journée du 8 mars consacrée à la femme, ni du sexisme des institutions européennes. Ancienne ministre des Affaires étrangères de Lettonie, elle nous parle du redressement spectaculaire de son pays et de son entrée dans la zone euro, prévue pour l'année prochaine. On se retrouve en plateau avec nos invités. La Grande-Bretagne a perdu son triple A malgré la cure d'austérité imposée par le Premier ministre conservateur David Cameron, ou peut-être en raison d'ailleurs de cette cure d'austérité. Le berceau de la City a été dégradé par l'agence de notation Moody's. C'est la première fois que cela lui arrive depuis 1978. Alors est-ce si grave, docteur? Les agences de notation continuent-elles à avoir une emprise majeure sur l'image de chacun des pays membres de l'Union européenne et donc sur leur bonne tenue sur les marchés? Nous allons poser la question à deux députés européens aujourd'hui. Graham Watson, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous, britannique, on l'a compris, pour les libéraux et démocrates, et vous êtes face à Lim Wangnok, bonjour, qui est député européen chez les socialistes. Alors, cette dégradation de la Grande-Bretagne, d'abord, est-ce que vous la trouvez l'un et l'autre justifiée ? Je suis sûr que c'est justifié, mais si vous lisez bien le rapport, vous voyez qu'ils disent quand même que c'est un pays stable avec un avenir sur lequel on peut être sûr. Donc, ce qui est écrit dans le rapport n'est pas mauvais. Mais pour le gouvernement, c'est quand même quelque chose de désavantageux, car le chancelier a toujours insisté sur le rating comme totem de sa politique. Alors, et comment on voit ça finalement de France, cette dégradation du triple A britannique, qui était effectivement l'un des fers de lance de la politique de David Cameron, garder ce triple A? Il y a deux leçons à cette dégradation. La première, c'est que ne pas être dans l'euro ne nous met pas à l'abri de difficultés macroéconomiques et ça coupe l'herbe sous le pied de tous ceux qui pensent que tous les maux de l'Europe viennent de l'euro. Donc ça, c'est la première leçon. Et la deuxième leçon, c'est que les marchés eux-mêmes jugent assez sévèrement les effets des politiques d'austérité. Et M. Cameron est quand même celui qui est allé le plus loin en Europe dans ce sens-là. Donc la leçon à tirer, c'est est-ce qu'il ne faut pas changer de fusil d'épaule, pas seulement au Royaume-Uni, mais aussi dans l'Europe tout entière. C'est ce que dit d'ailleurs l'opposition, effectivement, au Royaume-Uni à propos de M. Cameron. Je vous voyais faire oui de la tête à propos de l'euro quand même, Graham Watson. Mais oui, la Grande-Bretagne ne peut pas prétendre que tous les maux de l'Europe soient avec l'euro, comme disent bien. C'est pas vrai. Les autres pays ont des problèmes également, et peut-être pas moins sévère, mais je suis tout à fait d'accord avec Lim quand il dit que la situation de la Grande-Bretagne ne s'est pas améliorée en dépit des politiques de discipline budgétaire. Moi, je ne parle pas d'austérité, on parle de discipline budgétaire. Mais je ne suis pas convaincu que si on n'avait pas fait cette discipline, qu'on n'aurait quand même pas perdu le rating. Car la difficulté avec les politiques budgétaires du Parti travailliste du dernier gouvernement était qu'ils n'étaient pas soutenables. Effectivement, je disais, l'opposition du Labour, les travaillistes, préconise une politique de relance, en fait, c'est-à-dire un changement de cap d'un certain point de vue. Oui, et le gouvernement, d'un certain point de vue, l'a déjà fait. Il a reconnu que les politiques qui ont été introduites au début n'ont pas très bien fonctionné, que le quantitative easing, je ne sais pas comment on dit en français, mais imprimer encore de l'argent, dans la zone euro, on n'a pas le droit. n'a pas vraiment relancé l'économie, donc il faut penser aussi à d'autres mesures. Le Français ministre des Finances, Pierre Moscovici, a dit que finalement, ça n'était pas un drame. Nous, on a déjà vécu ça en France, la perte de notre triple A. Ça n'a pas eu d'influence majeure sur les marchés. Mais dans le cas français,
tout comme dans le cas américain d'ailleurs, puisque les Américains ont également perdu leur triple A, il n'y a pas eu d'effet. On a vu que ces deux pays ont continué à se financer à des taux bas et même à des taux plus bas qu'auparavant. En effet, il faut reconnaître, et c'est absolument vrai, mais il faut reconnaître que la marge de manœuvre qu'ont nos gouvernements en ce moment est très très limitée, car depuis le début de la crise, l'endettement moyen des gouvernements s'est élevé de 60% du PIB jusqu'à 90% du PIB. Donc leur marge de manœuvre dans la politique monétaire n'est pas très grande. Alors justement, en général, quand il y a crise, quand il y a une surchauffe, mauvais indicateur, on accuse le thermomètre. Alors faut-il casser le thermomètre, c'est-à-dire les agences de notation? À quoi servent-elles exactement et qui sont-elles? On fait le point avec Salima Belhadj. Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings, ces trois noms font trembler les États tel un professeur qui met de mauvaises notes et pour cause, ce sont des agences de notation. Ces sociétés privées notent en fait le risque de non-remboursement d'une dette par une entreprise, une banque ou un État. Actuellement dans la zone euro, crise oblige, les notes se dégradent, plus l'État risque de ne pas assumer sa dette, plus sa note baisse. Pour établir la note d'un pays, les agences se basent sur trois critères. La croissance économique, le rapport entre l'endettement et l'argent disponible dans les caisses, et enfin, la solidité politique du pays. Les notes vont donc du triple A pour les États bons payeurs, qui peuvent emprunter sur les marchés à des conditions favorables, le pire étant le triple D, lorsque l'État est en défaut de paiement. La grande méfiance des investisseurs fait alors bondir les taux d'intérêt. Pour sortir de ce cercle vicieux, le commissaire européen au marché intérieur Michel Barnier a proposé la suspension des notations de ces pays en crise. Autre solution, la création d'une agence publique européenne pour mettre fin à l'hégémonie des trois agences privées et d'origine anglo-saxonne, soupçonnées parfois de conflits d'intérêts. Alors finalement, c'est vrai, on accuse beaucoup les agences de notation elles-mêmes d'entretenir la crise et d'être d'origine essentiellement anglo-saxonne, d'avoir des jugements sur à la fois l'état économique réel, mais parfois aussi la politique des pays. Est-ce que vous diriez qu'elles ont trop d'influence? On cherche toujours des boucs émissaires, et si le bouc émissaire est anglo-saxonne, en France, c'est encore mieux. Donc, mais je ne sais pas si on peut vraiment donner la culpabilité aux agences. Les grands investisseurs, les gens comme Soros ou Warren Buffett ne suivent pas quand même les recommandations des agences. Ils ont leurs propres idées d'où est la valeur, de qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je suis quand même inquiet par le pouvoir qu'ont exercé ces agences dans les années jusqu'ici. Et je ne sais pas si on ne doit pas nous-mêmes créer une agence étatique européenne pour donner son propre avis. On en parle depuis des années, depuis le début de la crise d'ailleurs, de cette nécessité d'une agence européenne plus indépendante. On n'a pas l'impression qu'on progresse beaucoup sur ce dossier. Oui, mais je suis d'accord avec M. Watson là-dessus. Il faut une agence européenne indépendante parce qu'il y a aujourd'hui un gros problème au sein du milieu des trois grosses agences, ce sont ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Il y a une reconnaissance du rôle qu'ont joué ces agences envers des gouvernements qui, franchement, on n'est pas convaincu que ce soit des agences vraiment indépendantes. Alors précisément, rappelons, puisqu'on parle du triple A et de son importance, rappelons les pays qui l'ont encore. 11 dans le monde, 4 pays en triple A dans la zone euro, Finlande, Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg. Mais alors, perspective négative hors de la zone euro, Danemark et Suède. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça fait une grosse différence, ces pays-là? Je pense que pour les investisseurs, quand même, on reconnaît que certains pays qui ont des démocraties établies, qui ont un bon gouvernement dans le sens général, avec une bonne gestion avec les partis politiques stables, quand même sont beaucoup mieux pour les investissements que les pays peut-être de l'Europe du Sud, peut-être ailleurs. Le Club Med. Alors, le Club Med, on peut dire, oui. Vous allez bientôt en faire partie, attention. Le Club Med. La France n'en fait pas partie. Là, c'est ce que pensent les Français. Ah, mais les Français sont... Allez demander à un Néerlandais si la France n'en fait pas partie. La France continue à se financer à des taux très bas, à des taux d'intérêt quasiment négatifs si on compare les taux à l'inflation.
Bon, au-delà du rôle des agences, il faut que les gouvernements fixent le cap parce que les agences sont des thermomètres. Ce ne sont pas forcément des bons thermomètres d'ailleurs parce que sur un marché, il y a très peu de gens qui peuvent prévoir avec certitude ce que sera demain. Et donc les agences ne peuvent pas mieux prévoir que n'importe qui. Le vrai problème, c'est que les gouvernements doivent fixer le cap d'une politique économique qui soit à même de relancer la croissance. Et là, une fois qu'on aura le cap... Mais le cap est fixé quand même par les pays du AAA. Si on regarde effectivement par exemple pour l'Eurogroupe, on a vu que c'était forcément un Néerlandais parce que pays du AAA qui devait être nommé monsieur Dijsselbloem à cette tête de l'Eurogroupe. Donc on a l'impression aussi que c'est important dans la hiérarchie des pays aujourd'hui dans la zone euro et ailleurs peut-être, non? Je ne pense pas sur la position des individus. Nous avons un Italien qui à la tête de la Banque centrale européenne, mais personne ne conteste pas la capacité de cette personne. Non, je pense que c'est quand même ce que ça souligne, ce que la situation souligne, c'est la nécessité de penser d'abord à des périodes pour les dettes égales pour chaque pays et aussi à comment on va créer une situation où l'Europe, ou au moins l'Eurozone, soit capable lui-même de faire des issues de dette pour tout le monde, pour une vraie politique européenne de développement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des marges de manœuvre, et y compris par rapport aux agences de notation? Mais attendez, la dégradation du Royaume-Uni est symptomatique. C'est que les agences de notation demandent des politiques d'austérité, et une fois que ces politiques d'austérité sont mises en place, on se rend compte qu'elles ne fonctionnent pas. Donc le thermomètre, il est là. Et donc c'est au gouvernement, c'est à l'Union européenne de fixer un autre cap. Et le 3% relâché en France, c'est pas seulement en France. Ce qui va être à l'ordre du jour dans les prochains sommets européens, c'est une révision générale du calendrier de réduction des déficits, parce que la Commission est en train de se rendre compte qu'elle fixe des objectifs qui sont intenables, qui vont même au-delà de ce que demandent les textes européens, puisque les nouveaux textes que nous avons votés, par exemple, dans le jargon d'ici, ça s'appelle le six-pack, fixe un rythme de réduction des déficits de 0,5 points de PIB par an, là où la Commission fixe un rythme de réduction de 1,5 point de PIB par an dans des pays comme la France. Donc il faut fixer ce cap parce que sinon on n'y arrivera pas et les agences continueront à dégrader. Oui, mais comme libéral-démocrate, je ne suis pas d'accord sur les politiques. Les politiques de discipline budgétaire, il nous faut. Vous parlez d'austérité, mais ce n'est pas vraiment l'austérité en comparaison avec ce qu'on voit ailleurs. C'est une politique de discipline budgétaire, mais il faut que cette politique soit... Avec beaucoup de chômage quand même. On a l'impression que la variable d'ajustement, c'est un peu le chômage. Oui, mais le chômage, ça a aussi d'autres raisons, et ce sont des raisons structurelles des marchés de travail. Mais il faut accompagner les politiques de discipline budgétaire avec un vrai effort pour améliorer le commerce. Et que ce soit ou le commerce interne au sein du marché unique, ou bien des accords de commerce avec l'Inde, avec les États-Unis, avec le Canada, avec le Singapour, avec tout ce qu'on essaie de faire en ce moment, parce que la croissance vient du commerce. Elle doit être quand même accompagnée par une discipline budgétaire pour la confiance dans nos économies. Là, on retrouve le libéral qu'est M. Watson. Revenons quand même à nos moutons, en particulier du côté de l'Italie, qui a vécu aussi un vote très houleux avec la montée des populismes. Alors l'Italie est classée BBB+, mais évidemment, il y a une incertitude maintenant sur son avenir constitutionnel qui va probablement peser aussi sur son économie et sur son image. Les marchés ont réagi immédiatement à cette élection en baissant. Est-ce qu'ils vont dicter la politique d'un État comme l'Italie? Je ne pense pas qu'ils vont dicter la politique, mais ce qui encombre maintenant sur la classe politique italienne, je dirais même la caste politique italienne, c'est de prendre leurs responsabilités et de faire un gouvernement. Même s'ils ne l'aiment pas, ils doivent ou se mettre ensemble, les partis politiques, pour former une majorité à la Chambre et une majorité au Sénat, ou bien remettre
être en place ou mettre en place un gouvernement technique comme ils avaient avec quelqu'un comme Mario Monti. Ce ne sera pas Monti lui-même, j'en suis sûr, mais quelqu'un comme lui pour guider le pays. Le chouchou des Européens s'est pris une claque quand même. Les Italiens ont massivement rejeté les politiques d'austérité et ils assimilent malheureusement aujourd'hui l'Europe aux politiques d'austérité. Donc il faut changer de cap et il faut que l'Union européenne propose autre chose. Et malheureusement, j'ai pas l'impression que... Mais les politiques, la discipline budgétaire n'avait même pas vraiment commencé en Italie. Ils ont fait des projets de loi qui doivent entrer en vigueur bientôt. Monsieur Monti est quand même le symbole. Monsieur Monti est le symbole des politiques de rigueur budgétaire et des réformes structurelles que prône la Commission. C'est le meilleur élève. Oui, mais ce n'est pas un homme politique. Et c'est pour cela. C'est quelqu'un qui a pris la position de Premier ministre puisque la classe politique, lui, l'a demandé. Il n'est pas entré en politique de son propre volonté, si vous voulez. Mais il s'est présenté aux élections quand même. Oui, il a subi un revers. Et donc là si les pro-européens ne proposent pas une solution qui soit à la fois fédéraliste et progressiste, c'est la porte ouverte à tous les euroscepticismes. Merci à vous d'avoir été nos invités sur ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez en notre compagnie pour la seconde partie du programme où nous allons retrouver une autre députée européenne, mais cette fois-ci lettonne. Sandra Kalniete nous dit que son pays, la Lettonie, veut rentrer dès l'année prochaine dans l'euro. A tout de suite, juste après la pause.